avoir des cailloux pointus dans sa chaussure pour vraiment être sûr de boiter de la bonne manière. Donc c'est vraiment une approche avec un commitment, avec vraiment un engagement de sa part qui était extrêmement fort. Et de l'autre côté, Kaya, elle a compris qu'elle perdait sa concentration si entre chaque prise elle remontait, se sécher, se changer, revenir dans l'eau, que c'était très difficile. Et finalement, elle a très vite compris que c'était mieux de rester avec nous dans la soupe de ce tournage et de continuer à se battre. Et elle a trouvé naturellement, parce que c'est ça qui est bien aussi avec ce type de tournage, c'est que c'est très dur, mais ça met les acteurs dans des conditions presque réelles de tempête. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans l'eau, il y a vraiment du vent, il y a vraiment de la pluie. Alors il n'y a pas d'alligator, mais le reste est réel et je pense que ça les aide dans leur prestation énormément. Question là-bas, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si vous avez intégré des hommages ou des clins d'œil à votre film. Sûrement. Alors, les hommages auxquels je peux penser, il y a... je ne suis pas du tout religieux, mais il y a toujours, pour des raisons de clearance légale, on doit toujours inventer des numéros bidons sur les plaques d'immatriculation des voitures dans les films, plutôt que d'inventer des numéros. J'aime bien parce que c'est l'Amérique et que ça va parler à des gens là-bas qui vont tout de suite voir mettre des citations de la Bible qui définissent les personnages. C'est un truc que j'ai commencé à faire sur Horns. Le sujet s'y prêtait beaucoup. Et là, j'ai continué parce que c'était la Floride et que c'était une Amérique qui était assez religieuse. Donc la plaque d'immatriculation du père, de Dave, est un verset qui parle de la maison qui résiste à la tempête, justement, parce qu'elle est construite sur des bases solides. Et sa plaque d'immatriculation, elle, parle d'être prêt pour combattre le Léviathan. Je ne l'ai jamais dit jusqu'à maintenant. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est toujours... Même quand on regarde, c'est vrai, même... Moi, j'ai pas pu m'empêcher, on découvre les œufs. Bien sûr. Voilà. Ah oui, après, il y a évidemment les hommages. Quand même. Alien, évidemment. Voilà, tout de suite. Cujo était pour moi un des films références sur ce film-là. Il y a plein d'autres... comment dire, d'autres... Mais vraiment Alien, c'est vrai que le côté... on était dans cette cave avec tous ces tuyaux et on était vraiment dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la science-fiction, mais il y avait cette atmosphère un petit peu poisseuse qu'on retrouve dans Alien et qui est un film justement qui a toujours été pour moi au centre de ma cinéphilie, de mon inspiration sur la manière dont c'est construit, la manière dont le suspense ne fait que progresser pendant le film. Et justement, il y a un survival, c'est vraiment un survival dans l'espace. C'est ça qui m'intéressait aussi dans cet univers un peu clos qui est dans la tempête. Alors moi, j'ai une question aussi par rapport à la fin du film. Le chien est sauvé, certes, et pour une fois, tous ne meurent pas. Et je trouve que le fait que quand on termine sur la chanson de Bill Haley and the Comets, See You Later, Alligator, etc., vous avez dit lors de ce film que c'était pour vous aussi une forme de renouveau, de survival. Moi, je trouve que ce film, considérant vos films précédents, est presque un film optimiste. Bah, c'est un survival, donc, mais oui, mais... donc on survit. Très, mais non, c'est vrai qu'on s'est posé la question sur... on a même tourné 2 fins. Alors, après, c'est difficile d'en parler parce que nous avons tourné 2 fins qui sont vraiment très proches. Une où le père meurt satisfait de voir sa fille sauve et revenue au meilleur pas de sa forme, mais en tout cas de son esprit comme ça de compétition. Et une autre où il la regarde comme ça et elle brandit cette torche olympique où elle est prête pour repartir dans sa vie. Elle est plus bloquée là où elle était. Alors oui, c'est optimiste parce que comment dire, parce que justement ils ont tellement eu de galères, les pauvres, ils se sont tellement pris dans la gueule pendant tout le film que
c'est difficile d'après ça de leur dire bah non, et puis vous n'allez pas vous en sortir. Ouais, ça aurait été moche finalement comme Non, ça. ça aurait été un peu dur. On est d'accord. Et puis là, dans quelques jours, c'est le départ en Amérique. C'est une sortie pour l'Amérique, une sortie en plein juillet. C'est une sortie formidable. J'espère pour en France aussi. Juillet, mais oui, parce que c'est une époque où justement Non, mais c'est un film, c'était pas prévu. Moi, c'est vraiment... c'était rêvé, mais pas prévu. C'est-à-dire, dès le départ, on savait qu'on faisait un film d'été, un summer movie, parce que c'était dans cette ambiance, dans ce côté un peu fun, de suspense, de ride, de tour de montagne russe. Et en même temps, on n'était pas sûr de pouvoir finir. C'était un film qui était difficile en termes de... Il y a plus de 500 plans en images de synthèse. Donc il fallait se dépêcher, on a réussi. Et Paramount y a cru pour le sortir en deuxième semaine de juillet. On est exactement entre Spider-Man et Le Roi Lion. Voilà, on va voir qui... bon, après, il n'y a pas vraiment de mystère hein, sur qui domine le règne animal. Mais entre le lion, l'alligator... et l'araignée. Et l'araignée quand même. Moi je dis combat de titans à prévoir au box-office. On va voir. En tout cas, merci beaucoup. Alexandre, Merci. s'il y a d'autres questions, mais merci. Ah, je vois que monsieur, pardon. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bon, déjà, merci pour ce film que j'ai trouvé très très bon. Alors c'est marrant parce que hier soir, pour me mettre dans l'ambiance, je me suis revu Rogue, qui était sorti sous titre solitaire, et j'ai remarqué qu'il y avait certaines similitudes au niveau de la structure du film. Donc je voulais savoir si c'était codé par rapport à ça, ou c'était un pur hasard, comme par exemple le chien, parce que mon voisin me parlait du chien, et c'est vrai que dans Rogue, il y a un chien, c'est le même chien qui guide l'un des survivants chez la maîtresse, dans le repère du crocodile, où il y a son garde-manger, similaire là aussi, on a le garde-manger. Dans Rogue, le chien se fait manger, non? Non. Il disparaît pas quand ils sont sur l'île? Il disparaît, je ne me rappelle plus. Je l'ai vu avec un œil discret. Il a regardé plus que moi. Non, mais... Nous avons la parole d'un expert. Non, mais la présence du chien, elle était dans le scénario comme une... En fait, c'est vraiment... Comment dire? Il y avait l'idée de créer un personnage qui était un personnage très triste, un personnage qui était un peu au bout du rouleau, qui n'avait plus vraiment envie de continuer, un personnage dont les deux filles, il y en a une qui ne lui parle plus, l'autre qui vit à Boston, la mère qui est partie, et finalement la seule qui est restée avec lui c'est Sugar. Et quand on arrive dans ce condo un peu sordide, et que le chien est là, on sait qu'il ne serait jamais parti sans elle. Donc il y a quelque chose qui alerte, qui est le vrai élément, c'est vraiment le chien qui permet de nous dire bah c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Ensuite, c'est vrai que, comment dire, justement dans l'équilibre entre le drame et le survival alligator, il y a une scène qu'on découvrira sur le DVD, qui est une scène assez importante, pas avec le chien, mais une scène intime entre les deux, où ils se parlent, et on comprend qu'il n'était pas là vraiment pour essayer de protéger la maison, mais vraiment pour se laisser mourir dans la tempête si ça devait arriver. Et je trouve que ce côté, ce chien, ce meilleur ami, quand tout le monde est parti, était un élément essentiel pour le définir. En fait, c'est vraiment, après, voilà, la présence d'un chien, ça reste assez classique. Mais pas n'importe quel chien. Ah ouais, non, elle est formidable. Voilà, c'est tout formidable. Elle était exceptionnelle. Elle était magique. C'est normalement extrêmement difficile de tourner avec des chiens. Là, c'était magique. Elle a été fabuleuse. Finalement, en rétrospective, le moment peut-être le plus magique du tournage, ce qu'on ne voit pas à l'écran, mais ce qui vous a le plus peut-être touché, ému, frappé. Je pense que c'est la découverte du décor. Parce qu'on se dit, allez, on va être fou, on va écrire ce truc qui se passe dans tout ce quartier, on va construire une intersection complète avec une quinzaine de maisons, une station-service, une vraie maison, des collines, tout ça en intérieur, en studio. On construit un bassin qui fait 60 mètres sur 80 mètres. Avant de commencer
pour donner une idée, là, avant de commencer la construction, le week-end d'avant, il y avait une rêve dans cet entrepôt et il y avait, je pense, presque 10 000 personnes. Donc pour donner une idée de la taille de ce décor, et de se dire comme ça, quand on voit ces 10 000 personnes, bah, tout ça, ça va être remplacé par un énorme bassin des maisons. Et donc on voit ça se construire, et puis on n'y croit pas vraiment. Et puis à un moment donné, eh ben, on débarque, et les maisons sont là, tout est en bleu, toutes ces lumières, toute cette verdure, l'eau qui monte, et là on se dit, ah, c'est quand même incroyable ce métier. C'est quand même complètement fou de pouvoir recréer des choses comme ça, tellement énormes, et c'est magique. En tout cas, vous avez l'air très heureux ce soir, et ça nous fait plaisir. Merci Alexandre Merci. Agen d'être venu nous présenter.